Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va aujourd'hui parler un petit peu de la protection solaire. Et la protection solaire, c'est crème solaire. Quand on parle de crème, ça sera toutes les formes dont je vous parlerai ultérieurement. Alors, on est en pleine saison, c'est le mois de juillet. C'est là qu'il y a le plus de rayonnement solaire. Alors, tout d'abord, avant de vous parler des crèmes, on va parler un petit peu du risque, de tout ce qu'on peut avoir avec un excès de soleil. Alors, vous allez avoir donc un tableau là qui va se présenter. Alors, donc, le rayonnement solaire, si vous voulez, il va interagir avec la peau. Ce rayonnement, c'est des réactions de fusion qu'il y a au niveau du soleil. Il met 8 minutes pour arriver donc au niveau de la Terre. Et il est composé, vous voyez, de rayonnement cosmique, de rayonnement gamma, rayon X, on va jusqu'aux ondes radio de l'autre côté. Il est composé de particules énergétiques et d'ondes électromagnétiques. Et ces ondes, elles ont donc une longueur d'onde. Et pour nous, en ce qui nous concerne, ce sont les ultraviolets qui vont être dangereux, essentiellement dangereux pour la peau. Alors donc, on a 3 sortes d'ultraviolets. Les ultraviolets C, qui vont de 100 à 280 de longueur d'onde, mais qui sont arrêtés par l'ozone, donc on n'est pas concerné. On a les ultraviolets B, donc qui vont de 280 à 320, qui eux vont s'arrêter, si vous voulez, dans la partie inférieure de l'épiderme, au niveau du derme superficiel. Ces ultraviolets B, c'est eux qui vont être responsables du bronzage retardé, de la pigmentation, on appelle ça la pigmentation adaptative, qui va donc arriver 3 à 4 jours après. C'est eux qui vont être responsables des cancers cutanés, c'est eux qui vont être responsables des coups de soleil, de l'érythème, d'où la protection. Les UVA, eux, qui vont de 320 à 400, donc ils ont une longueur d'onde qui est plus élevée. Donc ce sont des ultraviolets qui, eux, vont être arrêtés donc, au niveau du derme profond, ils vont plus profond, et ils vont être responsables, donc, si vous voulez, des allergies solaires. Ils vont être responsables de ce qu'on appelle la pigmentation immédiate. Et c'est eux qui vont donner les rides, la sécheresse cutanée. Et on peut dire aussi, ils vont être responsables en partie des cancers cutanés. Donc, vous voyez qu'il faut se protéger des UVB, des UVA, et on s'est aperçu depuis quelque temps qu'il faut aussi se protéger de la lumière visible, voire des infrarouges, qui, vous voyez, rentrent plus profondément dans la peau et qui sont qui sont aussi dangereux. Et les nouvelles crèmes solaires, vous le verrez, ils vous diront qu'ils offrent une protection contre les UVA, les UVB et contre la lumière bleue. La lumière bleue, vous savez, c'est la lumière des ordinateurs, des téléphones portables, qui elle aussi pose problème au point de vue trouble trophique de la peau. Donc, vous voyez, la protection solaire, ça va être essentiellement UVB, UVA et même un petit peu le visible. Donc, ça, c'est pour le rayonnement solaire qui va être responsable donc, de ce que l'on appelle stress oxydatif et qui donc va abîmer la peau. Alors, comment se protéger? Pour se protéger, bien sûr, il va falloir faire un petit tour d'abord de l'exposition solaire. Voilà. Alors, donc, il y a des variabilités. Il y a des variabilités, bien sûr, du soleil. Alors, d'abord, il y a la localisation géographique. Mais évidemment, les UV, il ne va pas y avoir la même quantité d'UV en fonction de l'emplacement. Alors, par exemple, lorsqu'on est à 3000 mètres d'altitude, il y a 40% d'ultraviolets en plus. Donc là, la protection, il faudra qu'elle soit vraiment maximale. Au niveau des tropiques, ben, il va y avoir beaucoup plus d'ultraviolets qu'au niveau du pôle Nord, puisque de toute façon, le trajet Soleil-Terre va être beaucoup plus court. Donc là aussi, il faudra prendre une protection beaucoup plus forte. Lorsqu'on a, par exemple, j'allais dire, aussi des périodes d'exposition. Alors, les périodes d'exposition, ben, il est évident que les ultraviolets, entre midi, 16h, voire
11h et 16h, c'est là qu'il va y avoir 40% d'ultraviolet aussi en plus. Donc, lorsqu'on s'expose à midi, là, la protection, il faut qu'elle soit maximale. D'ailleurs, on ne conseille jamais à personne de s'exposer à midi. Alors après, il y a la durée d'exposition. Mais il est évident que la durée d'exposition, si on reste 1 heure, on va prendre une certaine quantité. Si on reste 6 heures, on va prendre une quantité qui va être 6 fois supérieure. Alors, le problème de la protection solaire, justement, c'est qu'il y a des personnes qui, sous prétexte d'être protégées de crème solaire, vont rester 6 heures, 8 heures, et ces gens ne se rendent pas compte qu'une protection, de toute façon, n'est jamais complète. On va le voir après. Une crème solaire ne va jamais protéger complètement des ultraviolets. Et les conditions atmosphériques, alors les conditions atmosphériques aussi, elles vont être très, très variables. Lorsqu'on a des nuages, les nuages, qu'est-ce qu'ils font? Les nuages vont arrêter les infrarouges. L'infrarouge, c'est ce qui donne la sensation de chaleur. On a une sensation de chaleur, on fait attention, on se retire. Les infrarouges ne passent pas, on reste exposé, et là, on prend des quantités d'UV énormes. Lorsqu'on nage 50 cm de profondeur, il y a encore la moitié des UV qui passent. Donc, le vent aussi. Le vent, il va donner une impression de fraîcheur. On va rester plus longtemps, et pourtant, les UV sont autant importants. Donc ça, ce sont des variabilités. Et dans ces variabilités, il y a notre variabilité à nous, personnelle. Et c'est ce qu'on appelle le phototype cutané. Et donc, ce phototype, on a 6 classes de personnes. De la classe 1, c'est-à-dire, grosso modo, on va dire l'Irlandais, qui est roux avec des taches de rousseur, jusqu'à la peau noire, le cheveu foncé, qui est le phototype 6. Donc, ces gens, la protection que l'on va demander ne va pas être la même. Chez nous, chez l'Européen classique, j'allais dire, on peut dire que c'est du phototype 3. En France, on a du phototype 3. On a du phototype 4, essentiellement. Et pour l'Agence nationale de santé, il ne va pas classer, lui, pour les produits solaires, il ne va pas classer en 6 classes de phototypes. Il va noter, la ANSM va dire qu'il y aura des peaux très sensibles, des peaux sensibles, des peaux intermédiaires et des peaux résistantes. Il va donc mettre 4 classes de peaux pour ce qu'on appelle les individus caucasiens, c'est-à-dire pour les Européens, pour les gens d'Afrique du Nord, pour les gens même du Moyen-Orient. Donc, on va voir ces 4 types de peaux. Et lorsqu'on s'expose au soleil, évidemment, en fonction de la saison, comme je vous ai dit, il va y avoir bien sûr un indice UV qui va être différent. Alors, les UV sont au maximum début juillet. C'est la période où l'on est, c'est aujourd'hui où on est, qui a vraiment le plus d'UV. Et donc, on a fait des classifications. Il y a donc 5 classes. Il y a de 1 à 2 indice UV 1 à 2 faible, 3, 5 modéré, 6, 7 élevé, 8, 10 très élevé, 11 plus extrême. Alors, normalement, lorsqu'on est en 11, on ne doit pas s'exposer, même si on a une peau résistante, parce que là, c'est des quantités énormes. L'indice UV, il faut se dire, il est calculé par rapport au midi solaire. On parle midi solaire et on voit pendant 2 heures combien il sort d'ultraviolet. Alors, comment faire pour vous? Vous avez des applications. Vous avez l'application Soleil Risque, qui est très intéressante. Vous vous mettez sur l'application, il va vous dire votre indice UV, vous êtes géolocalisé dans votre plage, si vous êtes sur la plage, aujourd'hui, demain et après-demain. Il va aussi vous dire les indices UV dans toute la France. Il va vous même mettre un petit quiz de questions en fonction de votre protection. C'est très intéressant. Vous avez aussi, je ne l'ai pas marqué, une application qui s'appelle RécoSanté, qui est intéressante, qui vous donne l'UV de votre ville
et qui en plus vous donne la pollution. En éco-santé, vous avez l'ozone, vous avez tout. Donc c'est très intéressant. Et en fonction de l'UV, bien sûr, ben, la protection, elle ne va pas être la même. Il faudra faire beaucoup plus attention lorsqu'on est en 8-10. Aujourd'hui, je crois qu'on est en 10, me semble-t-il. Alors que lorsqu'elle est faible, pratiquement, on n'a pas besoin de protection. Donc, toujours penser que la protection, elle est facteur de tout ce qui se passe à l'extérieur. Hein. C'est très important. Hein. Si vous avez une protection qui va être un indice 30, une protection qui est forte, mais lorsque l'indice sera très faible, ça sera très largement suffisant. Si c'est un indice à 11 plus extrême, ça ne sera pas suffisant. Hein. Donc, on le fait. On a une question. Oui. Est-ce que l'application est gratuite? L'application est gratuite. Les deux, hein. Réco-Santé, Soleil Risque, c'est gratuit. Et Réco-Santé, ça s'écrit comment? Réco, R-E-C-O, et Santé. Et moi, j'ai une question aussi. L'indice 11, on l'atteint souvent? L'indice 11, on l'atteint souvent au mois de juillet et mois d'août. Là, on est à 10. Il me semble que ce matin, j'ai regardé l'indice, on est à 10, donc on n'est pas loin de 11. Hein. Alors, comme je vous ai dit, il y a un phototype, il y a des peaux qui sont différentes, et il y a donc ce que l'on appelle le capital soleil. Ce capital soleil, c'est notre réponse, donc si vous voulez, au soleil qui, je vous l'ai dit, va nous faire un stress oxydatif. Alors bien sûr, la peau phototype 4, il a une réponse qui est beaucoup plus forte, une résistance beaucoup plus forte qu'un indice qu'au phototype E. C'est, si vous voulez, le capital soleil, c'est le nombre d'heures d'exposition au rayonnement solaire que l'organisme va pouvoir tolérer sans aucun dégât. Alors, quand on pense dégâts, on pense dégâts dans 20 ans, 30 ans. C'est quoi les dégâts? Ça va être la peau sèche, ça va être les lentigos, les taches de vieillesse, ça va être les cancers cutanés. Donc, c'est ça. Tant que les cellules ont une capacité de réparation, c'est que notre capital soleil fonctionne. Et quand un dermatologue vous dit le capital soleil est épuisé, ben il le voit parce que vous commencez à avoir ce qu'on appelle les kératoses actiniques. Je vous dirai ça à la fin ce que c'est. Et donc, il voit que le capital soleil est épuisé. Alors là, quand vous allez au soleil, on prend cher, comme on dit. Hein. Voilà. Donc, ce phototype, comme je vous ai dit, là, vous avez la classification, vous le voyez, hein, le phototype 1, celtique, irlandais, roux, le 2, les peaux claires, le 3, ce que je vous ai dit, les caucasiens, les caucasoïdes, le 4, les asiatiques hispaniques, 5, indiens. Et donc, on a des réactions qui vont être différentes en fonction de ce type de peau. Vous avez des gens qui vont brûler, la peau très claire va brûler, et des gens qui, comme un Africain, ne brûlent jamais, n'ont jamais de coup de soleil, et qui vont bronzer intensément. Et alors là, on a une notion qui est à côté, qu'on appelle la TEM, qui est la dose érythémateuse minimale. Donc, c'est la dose, si vous voulez, de rayons solaires qui va induire ce que l'on appelle une pigmentation. Alors, vous voyez, on appelle ça le test de Simon, c'est-à-dire on met ça sur la peau du dos, et on met des doses croissantes, et quand on bronze, ben, on sait que la personne, elle va bronzer à une certaine quantité, qui est donnée d'ailleurs en millijoules par centimètre carré. Alors, vous voyez, c'est intéressant. Pourquoi de voir ça? Parce que vous voyez que le phototype, lorsqu'on envoie une intensité de 15 à 30, la personne va avoir un érythème, alors que pour le phototype 6, il va falloir mettre 90 à 150. Ça veut dire que la personne qui est en 6 est 6 fois plus protégée que la personne en 1. Je ne sais pas si vous voyez la différence de peau. Alors, pensez bien que le phototype 1 et 2, il va falloir une protection solaire, une crème solaire qui va être vraiment très forte. Donc voilà, et à côté, donc, il nous marque le SPF. Donc le SPF, si vous préférez, c'est Sun Protector Factor, c'est l'indice de protection. Alors l'indice de protection, il est calculé par ce qu'on appelle l'indice de
Schulz, c'est-à-dire qu'on va prendre la DEM, c'est le rapport de la DEM sur une peau protégée par rapport à la DEM sur une peau non protégée. Et donc, on obtient par cela une augmentation du temps d'exposition pour avoir un érythème, pour avoir un petit coup de soleil. Donc, lorsque vous avez un indice 30, si vous avez un coup de soleil au bout de 15 minutes, un indice 30, il faudra 450 minutes, 30 fois plus. Si vous avez un indice 10, qu'il vous faut 10 minutes, il faudra 200 minutes pour avoir l'érythème. Donc, c'est ça l'indice de protection, si vous voulez, d'une crème solaire. Quand vous voyez un indice 20, ben vous savez que c'est 20 fois plus de temps. Alors, en comparaison, il faut retenir que l'indice de protection n'est pas proportionnel à, si vous préférez, à la barrière qu'il procure aux ultraviolets. Un indice 20, 95% des ultraviolets sont arrêtés. L'indice 30, 97%, l'indice 50, 98%. Donc, il faut bien voir un indice 30, 97%, un indice 50, 98%, on n'est pas loin l'un de l'autre. On ne passe pas de 30 à 50 en se disant 50, c'est pratiquement le double, je suis tranquille, je ne risque rien. Non. Alors donc, cet indice de protection, il est donné sur les ultraviolets B, parce que c'est reconnu officiellement. Et après, donc, on a, si vous voulez, un facteur de protection sur les ultraviolets A, qui est un minimum recommandé, parce que là, il n'y a pas de chiffre officiel, de texte officiel qui donne une protection sur les ultraviolets A. C'est le laboratoire de fabrication qui va donner, si vous voulez, un ordre d'idée, mais ce n'est pas officiel. Donc là aussi, on fait des essais. Alors il y a la méthode PDD, où on envoie 15 à 20 joules par centimètre carré, et on lit, on regarde la pigmentation que l'on a au bout de 2 heures, et on arrive à avoir ce facteur de protection sur les UVA. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tiers du facteur de protection qui est indiqué sur l'étiquette doit être au moins des UVA. Si c'est 50, les UVA doivent représenter au moins le tiers de ces 50. Ça, c'est obligatoire. C'est une obligation pour que le produit soit mis sur le marché. Et après, toujours pour ces produits, pour le produit solaire, vous avez aussi ce qu'on appelle la longueur d'onde critique. C'est-à-dire, vous avez vu que les ondes électromagnétiques, les UV, ça va jusqu'à 400, jusqu'à 380 pratiquement. Et si vous voulez, donc, cette longueur d'onde critique minimale recommandée, elle doit être de 370. C'est-à-dire que jusqu'à 370, 90% de toute la lumière est absorbée. Ça, c'est une obligation. Donc, les 3 qualités du produit solaire, c'est, si vous voulez, la protection sur les UVA, sur les UVB, la protection sur les UVA et la longueur d'onde critique. À partir de là, il peut être mis sur le marché. Et donc, on a sur le marché 4 sortes de produits solaires en fonction de la protection. On aura donc une faible protection, une catégorie faible protection qui va de 6 à 10, une catégorie de protection moyenne qui va de 15 à 25, une haute protection qui va de 30 à 50 et une très haute protection qui va à 50 plus. Bien penser que le terme écran total a été supprimé en 2006. Je vous l'ai dit, à 50, il y a 98% des UV qui sont arrêtés. Donc, il en passe. Donc, le terme écran total est interdit. Ça, il faut bien le penser. Et même en 50 plus, il y a quand même des UV qui passent. Alors, toujours penser donc que la crème solaire va être une barrière qui va être efficace, mais ça ne sera jamais une barrière absolue. Si on fait en 2 minutes un peu d'historique, il faut rendre à César ce qui est à César. Ce sont les Français qui ont créé le premier produit solaire. Et je rends quand même hommage à la maison Jean Patou, qui en 1927 a créé
l'huile de Caldé, qui était, ça avait un indice 2 ou 3, c'était un indice très faible, mais qui a été la première protection solaire qui a été faite dans le monde, suivie en 1928 par les États-Unis, qui avaient fait une protection solaire avec du silicate de benzyle et du cinnamate de benzyle, qui était pas mal. En Australie en 1930, et le grand départ de la protection solaire en France, c'est en 1935, qui a été fabriqué par L'Oréal, par Eugène Schuller, qui était le patron de L'Oréal, et qui ont fabriqué à cette époque-là l'ambre solaire. Tout le monde connaît ce terme, l'ambre solaire. Eugène Schuller avait un voilier, lorsqu'il naviguait sur les côtes bretonnes, il voulait être protégé du soleil, et donc on a créé pour lui de protection solaire en 1936, elle a été mise sur le marché. Coup de chance pour lui, c'est l'année de la création des congés payés. Et donc le produit a eu un succès intense, j'allais dire, autant que le rayonnement, le projet. Alors donc, comme je vous ai dit, vous avez vu les définitions, pensez toujours la DEM, la dose érythémateuse minimale. Donc cette dose, comme je vous l'ai dit, c'est la dose minimum qui va nous donner un coup de soleil. Et je vous l'ai dit, en fonction du phototype, en fonction de la peau, ça peut aller jusqu'à 6. La Sun Protector Factor, donc l'indice de protection, il concerne les ultraviolets B. Donc on part, vous avez vu, de 6, c'est le minimum autorisé en France, jusqu'à 50 plus. L'indice UVA qui n'est pas reconnu, qui est laissé, donc si vous préférez, à chaque laboratoire, et la longueur d'onde critique. Donc ça, ce sont les 3 facteurs qui sont demandés à une protection solaire. À noter que ces facteurs sont demandés pour les crèmes solaires en pharmacie, que je connais bien, c'est mon métier, mais aussi pour les crèmes solaires qui sont en grand magasin, en parfumerie, en supermarché, ils répondent à la même législation. Alors maintenant, puisqu'on a fait ça le petit tour pendant une petite demi-heure, on va parler du choix du produit solaire. Donc, on sait qu'on va aller passer des vacances très agréables et on se dit, bon, maintenant, il faut que je me protège puisque je vais être au bord de mer. Parlons, là, nous, on est à Toulon, il fait un soleil radieux aujourd'hui, il faut se protéger, c'est un indice 10. Alors, lorsqu'on va choisir un produit solaire, on va faire un petit peu le tour des produits solaires. Vous avez la composition de ces produits solaires. Alors, d'abord, il va falloir donc, ces produits solaires, c'est une filtration, ça agit comme des filtres UV, c'est une protection passive externe. Alors, on va avoir donc des filtres naturels, des filtres minéraux et des filtres chimiques. Alors, le filtre naturel, je passerai très vite parce que ça ne sera pas une bonne protection. Alors, il y a quelques plantes, des flavonoïdes, de la rutine, de la quercétine qui donnent une petite protection. Il y a certaines huiles, comme par exemple l'huile de Karanja, qui est extraordinaire, je la conseille pour les peaux sèches, l'huile de graines de carotte, l'huile de pépins de framboise, l'huile de germe de blé, qui donnent une certaine protection solaire. Mais en aucun cas, vous n'aurez un produit solaire qu'avec des produits naturels. C'est impossible, où la protection sera tellement faible que ça ne vous servira pas grand-chose. Alors donc, il a fallu trouver des filtres. Alors, on va avoir des filtres minéraux et des filtres chimiques. Alors, je commence par le filtre minéral. C'est très simple, parce qu'il y en a que 2 qui sont utilisés. Bon, on a l'oxyde de zinc et on a le bioxyde de titane. Alors, donc, c'est très simple, l'oxyde de zinc, ce sont des produits qui vont agir comme réflecteurs de la lumière. Donc, la lumière va arriver, on va mettre ces produits-là dans une crème et ça va refléter. Les rayons vont être reflétés, réfractés. Donc, c'est une protection externe qui est pas mal, mais malgré certaines allégations, on a des crèmes qui sont uniquement minérales, on nous marque que ça va jusqu'à 50. Lorsqu'on n'a que des filtres minéraux, avoir du 50, franchement, c'est excessivement difficile.
Donc, ces filtres minéraux, comme je vous ai dit, il n'y en a que deux. Il va falloir, si vous voulez, si on a une crème qui n'en contient uniquement des minéraux, ça va être une crème qui va être appelée bio, puisqu'il n'y a pas de produits chimiques. Alors, on va vous dire que c'est une crème bio, parce qu'il va y avoir donc cette crème minérale là-dedans. Alors, le problème, c'est que c'était des crèmes qui étaient très blanches, elles étaient inesthétiques, et donc les fabricants, ils ont trouvé le principe de faire des crèmes, ce qu'on appelle nanoparticulaires. C'est-à-dire que ce sont des microparticules, alors donc on les voit pratiquement plus. Alors, ces filtres nanoparticulaires, toujours minéraux, ben, ils sont, si vous voulez, ils sont très bien, mais ces nanoparticules sont soupçonnées, je dis bien soupçonnées, de passer la barrière cutanée. Ils sont soupçonnés de rentrer, vous savez, dans les organismes vivants de la mer, puisque quand on va se baigner, bien évidemment, c'est lâché dans la mer. Et on parle qu'il y a des moules, qu'il y a des huîtres qui sont chargées en oxyde de zinc, en nanoparticules. Donc, du point de vue, si vous voulez, du point de vue chimique, c'est intéressant parce que ce sont des produits qui sont stables, c'est-à-dire que même au soleil, il va y avoir une stabilité qui va être très forte du produit. Ce sont des produits qui vont être moins toxiques que les filtres chimiques. Alors, quand vous voyez une crème solaire, que vous voyez marqué crème minérale, souvent, ou lait minéral, enfin, vous verrez les différentes formes, dites-vous toujours que ce sont donc des produits solaires qui ne contiennent pas, absolument pas, de produits chimiques. Donc là, il n'y en a que deux. Les filtres chimiques. Alors, les filtres chimiques, ça, c'est autre chose. On va avoir, je crois qu'on est aujourd'hui à 28 filtres chimiques. On était à 27, je crois qu'on est passé à 28, parce qu'il y a eu l'accord pour un 28e. Alors, ces filtres chimiques sont des produits qui sont très intéressants, je le reconnais, très, très, très intéressants, parce qu'eux, en comparaison, c'est vraiment des barrières très fortes. Ils vont former ce qu'on appelle des mélanges chromophores qui vont absorber, réfracter la lumière et la disperser. Donc, on va avoir une protection qui va être intéressante. Alors, on va avoir des filtres chimiques qui vont faire pour les UVA, comme la fluobenzone. On va avoir des filtres chimiques comme l'octocrylène qui va faire pour les UVB. Et après, on va avoir des filtres chimiques qui vont faire UVA, UVB. Alors, je vous en cite deux ou trois. Tinosorb S, Tinosorb M, Méroxyle. Donc, je vous donne trois noms comme ça, parce que si vous avez la formule chimique, personne ne retiendra. C'est impossible de le lire. Et il vient de sortir maintenant un nouveau filtre qui fait la lumière bleue en plus, qui s'appelle Triasorb. Donc, ces filtres chimiques présentent, comme je vous ai dit, l'intérêt, si vous voulez, d'être une grosse barrière, mais ces filtres, il faut qu'ils aient quand même des propriétés importantes. Alors, ces propriétés, c'est quoi? C'est d'abord ce qu'on appelle la substantivité, c'est-à-dire que le filtre doit se fixer sur la couche cornée, bien pénétrée. Il faut qu'il soit photostable, parce qu'évidemment, il faut que le filtre, au soleil, il ne soit pas détruit. Et il faut une rémanence. Il faut que le filtre il tienne un certain temps, ça on va le voir après, sur la peau. Donc ces filtres, ils ont ces trois propriétés qui sont très, très, très importantes. C'est étudié en laboratoire. On arrive aujourd'hui à faire des mélanges entre 4 et 6 filtres. Parce que les filtres entre eux vont se stabiliser. Il va y avoir une photostabilité. Alors, le filtre chimique, simplement, puisqu'on peut quand même en parler, l'écologie est à la mode, bon, c'est quand même des produits qui sont toxiques. Ils sont toxiques, ben oui, pour l'écologie, pour la nature, pour la mer, pour nous-mêmes. Alors, ben où est-ce on pourrait dire, si on pourrait dire un danger, ce n'est pas un danger, mais en fait, où on va en ingérer le plus, c'est si on est autour d'une piscine, autour d'une petite piscine, il y a 50 ou 100 personnes qui se mettent un filtre chimique, crème avec
filtre chimique, ben là, les quantités sont assez importantes. Et pensez toujours que les enfants, ils absorbent de l'eau lorsqu'ils sont à la piscine, voire des animaux qui vont en boire un petit coup. Donc, toujours penser que le filtre chimique, lui, du point de vue écologie, ben, il a une certaine toxicité. On est en train de faire des études. Il y a énormément d'études en Suisse. On s'aperçoit, on a fait des études sur les truites de rivière. On a fait des études en Thaïlande. Il y a beaucoup de micro-organismes qui sont abîmés, les micro-algues, et ils seraient, j'emploie le conditionnel, responsables du blanchiment du corail. Le corail serait blanchi à cause des filtres chimiques, puisqu'il y a des filtres chimiques qui sont hydrosolubles et d'autres qui sont liposolubles. Ceux qui sont liposolubles restent au-dessus de la mer, ils empêchent les rayons solaires de rentrer. Donc pour le corail, c'est mauvais. Et ceux qui sont hydrosolubles attaquent le corail. Donc toujours penser que pour l'écologie, si on veut être un peu écologiste, on prend du filtre minéral. Le prochain. Voilà. J'avais une question, est-ce que l'octocrylène est dangereux? Alors, l'octocrylène, par lui-même, c'est un des produits qui est le plus dangereux, mais le problème de l'octocrylène, c'est qu'il se dégrade. Et donc, surtout lorsqu'on a une crème où il y a de l'octocrylène, ne pas la garder d'une année sur l'autre. On s'est aperçu que c'est un produit qui se dégrade en perturbateur endocrinien. Et donc, si on veut, il est moins photostable que d'autres, mais il photostabilise les autres filtres. Alors, il est énormément employé. Énormément employé. Mais nous sommes quand même, on a une législation qui nous protège bien. La France est bien protégée. Il y a des études de tous les jours. Par exemple, les benzophénones qui sont très utilisés aux États-Unis, qui sont très toxiques, ne sont pratiquement plus utilisés en France. Donc, rendons à César ce qui est à César, nous sommes bien protégés. Alors, je vous ai mis des petits exemples après, parce que dans la crème, donc, alors oui, ça j'en reparlerai, on peut le passer cet après. Voilà. Alors donc, par exemple, un lait solaire, j'ai pris l'exemple d'un lait solaire pour un enfant, vous voyez que vous avez 1, 2, 3, 4, vous voyez, filtre UV, majoritaire UVA, filtre UV, majoritaire UVA, filtre UV, voilà, donc vous en avez 5 là, hein, qui sont absorbants, hein. Donc vous voyez, c'est quand même intéressant, et en plus, vous voyez que ces produits, en plus de ces produits-là, dans la crème, après il y a l'excipient, et c'est l'excipient, si vous voulez, la crème qui va faire la différence entre une crème qui est chère et une crème qui l'est moins. Hein. Disons que, qu'est-ce qu'on met dans une crème solaire, à part les filtres? Ben, on va mettre, par exemple, des vitamines qui sont de la vitamine C, de la vitamine E, qui sont antioxydants. Je vous ai dit, c'est un stress oxydatif. On va mettre des huiles, style de l'huile de bourrache, de l'huile de sésame, de l'huile de tournesol, qui vont entretenir, qui vont empêcher le dessèchement de la peau. On va mettre des absorbants, on va mettre des antioxydants, on va mettre des agents tampons, on va mettre énormément de produits, on va mettre des émulsifiants. Donc, il y a énormément de produits. C'est ça qui va faire la différence. On a des émollients, des humectants. Donc, vous voyez que la composition, elle est très complexe. Et pour chaque produit, il faut vous dire qu'il y a des quantités maximales. Vous voyez que par exemple, pour les indices UV, les préparations, c'est le maximum, c'est 10%. On ne peut pas aller au-dessus. Après, vous avez un agent tampon, vous voyez, émulsifiant, 2,5%. Tout est réglé. Et là, vous avez une différence qui peut être quand même importante entre des produits qui sont un petit peu chers et des produits qui le sont un peu moins, grâce à ces excipients. Une crème qui est plus chère, ben, normalement, elle est plus agréable, elle va être plus rémanente qu'une crème de très très bon marché. Donc, et pour l'après-soleil, puisque je suis là, ben, ça je vous en parlerai si vous voulez, ben, ce sont des produits qui vont être un petit peu rafraîchissants, hein, ce sont des gels où on va mettre des agents
des tensioactifs, des gélifiants, des solvants, des produits, des émollients, des produits qui vont adoucir la peau, qui vont être anti-irritants. Alors, dans des gels après soleil, souvent, on a des plantes bien sûr qui ne vont pas être photosensibilisantes. On va avoir à peu près, comme ça s'appelle, de l'aloe vera, du ginkgo biloba, de la glabridine. Enfin, on a toutes sortes de produits, si vous voulez, qui vont enlever aussi l'inflammation. Hein. Le poursuivre. Alors, juste une question. Oui. Alors, ayant eu un cancer de la peau sur l'arête du nez, j'ai une protection UVB et UVA, mais le tube ne met pas les compositions, juste eau, minéralisation, Indus 50. Normalement, il devrait y avoir. Il y a la composition. Il devrait y avoir la composition. Il devrait y avoir la composition. Mais de toute façon, moi, ce que je conseille à la personne, si elle a eu quelque chose au nez, c'est de se mettre une protection externe, même au-dessus du. Parce que c'est un stick, hein, je vais vous le dire après, qu'on utilise pour ça, mais moi, je dirais qu'il faudrait qu'elle ait une protection, même, pas un masque, mais une protection externe avec un tissu, avec quelque chose, ça serait mieux. Hein. Parce que là, souvent, il y a des récidives. Après, c'est que le capital soleil est épuisé. Hein. Mais normalement, dans son stick, elle doit avoir tous les produits, sauf si c'est que du minéral. Et si c'est que du minéral, c'est dur à avoir 50. Hein. Donc, après. Alors, donc, dans ces après-soleils, comme je vous ai dit, surtout dans ces après-soleils, c'est important, c'est, si vous voulez, des produits qui vont être rafraîchissants, qui vont restructurer un petit peu la peau, qui vont l'hydrater, qui vont l'apaiser. Il va y avoir des huiles, en fait. Donc, ça, toutes sortes de produits existent. Et je voulais vous parler quand même des autobronzants. Parce qu'il y a des personnes qui prennent des autobronzants et qui se pensent protégés. Alors, les autobronzants ne protègent pas. Ils sont tous à base d'un produit qui s'appelle la DHA, la dihydroxyacétone. Donc, c'est un produit, si vous voulez, qui va se fixer sur la peau. Et donc, avec les acides aminés de la couche cornée, il va faire une coloration. Mais cette coloration, ce n'est pas un bronzage. Donc, les gens ont un hâle qui apparaît et qui va disparaître lorsque la peau desquame en 4-5 jours. Ça va disparaître immédiatement. Donc, les autobronzants ne protègent absolument pas. Alors, ça vous donne un hâle, c'est agréable, c'est sympathique, mais surtout ne pas vous dire parce que j'ai la peau qui est bronzée, je suis protégé. Alors, puisque je suis là en parlant des autobronzants, de préparation au soleil aussi, vous savez, on trouve beaucoup de capsules, de comprimés, de compléments alimentaires, de protection solaire. Alors, ça, c'est intéressant. Vous savez, ce sont des comprimés à base de bêta-carotène. Ces comprimés à base de bêta-carotène, alors le caroténoïde, alors il y a du bêta-carotène, il y a de la lutéine, il y a du lycopène dedans, sont des produits qui vont préparer la peau au bronzage. Donc, 15 jours avant, on prend un peu ces comprimés et on finit 15 jours après les vacances. Vous dire que ça donne un petit hâle, c'est vrai, mais en aucun cas, ces compléments alimentaires protègent. Ça, c'est important de vous le dire. Et dans ces produits solaires, je voulais aussi vous parler de produits que l'on appelle dispositifs médicaux. Donc, ce sont des produits qui sont les mêmes que les produits solaires, mais ils ont deux différences avec les produits solaires qui sont importantes. C'est un, il n'y a pas d'indice de protection, et deux, il y a des allégations médicales dessus. On va dire prévention du cancer. Si vous voyez une boîte où il y a marqué prévention du cancer de la peau, hein, on s'entend, prévention du cancer de la peau, et que vous voyez marqué ça et qu'il n'y a pas d'indice, c'est que c'est un dispositif médical. Alors, je ne vous donne pas les marques parce que je ne suis pas là pour donner des marques, mais retenez ça, ce sont les mêmes produits, absolument. Alors, normalement, quand c'est prévention du cancer, l'indice est très fort, hein, mais voilà, hein, ça c'est important aussi, dispositif médical. Hein. En général, ce sont des produits qui sont à peu près le double de prix d'une crème solaire normale. Voilà. Alors maintenant, dans ce choix du produit solaire, on a toute une gamme de formes
galéniques. Alors, de forme galénique, on a des crèmes, les gels à queue, gel hydroalcoolique, stick, spray, brume, fluide. Alors, se dire, la personne qui a par exemple une peau qui est grasse, eh bien, essentiellement, elle va pouvoir prendre un spray qui va être non gras, elle va pouvoir prendre par exemple un gel qui va être hydroalcoolique. Si la personne n'a pas de problème de peau, ben, l'idéal, c'est de prendre une crème ou un lait. Alors la crème, elle présente l'avantage, si vous voulez, d'être très rémanente, elle reste longtemps sur la peau. Et en plus, comme on voit où on en met beaucoup ou on n'en met pas beaucoup. C'est un gros avantage de la crème. Le lait, lui aussi, essentiellement le donne aux enfants. Il est utilisé aussi pour le corps. Hein. La crème, c'est le visage. Parce que surtout, ne pas mettre de produits solaires dans les yeux. C'est très, très, très important. Hein. C'est des produits, vous avez vu, chimiques, hein, qui sont toxiques. Alors, donc, la crème, on dira pour le visage. Le lait, on va pouvoir l'utiliser, par exemple, pour le corps. Hein. Il est facile d'entretien, facile à appliquer. C'est vraiment très bien. Alors, je n'ai pas marqué les huiles, parce qu'il y a aussi des huiles solaires qui se mettent. Alors, ces huiles solaires, elles vont être plus rémanentes, elles vont rester plus longtemps sur la peau, donc c'est un petit intérêt, mais elles vont être un peu moins protectrices. Mais il y a beaucoup encore d'huiles protectrices. Gel à queue, gel hydroalcoolique. Alors, gel à queue, gel hydroalcoolique, ben, c'est donc des produits qui ne vont pas être souvent, qui ne vont pas être gras, donc on va pouvoir les mettre sur des peaux grasses. Alors, hydroalcoolique, attention à l'alcool. Il favorise l'alcool, la pénétration des produits chimiques dans la peau. Il peut favoriser les allergies. Donc, faire attention avec les gels hydroalcooliques. Hein. Pour les gels à queue, il n'y a pas de souci. Là, je réponds donc à la personne qui avait posé une question. Le stick. Alors, le stick, c'est important parce que c'est un mélange, si vous voulez, de cire. Dans le stick, il y a des cires et des polymères qui sont dedans, donc c'est épais. C'est essentiellement les sticks pour les zones comme le nez, comme les oreilles, comme le front, comme les pommettes, donc les régions qui sont difficiles, où c'est difficile à appliquer, où on peut mettre aussi un stick si on a une cicatrice. Lorsqu'on a une cicatrice, on va au soleil, il faut mettre sur cette cicatrice un stick. La composition, la consistance est beaucoup plus épaisse et donc plus protecteur. Pas oublier que lorsque vous vous mettez au soleil sur une cicatrice, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une hyperpigmentation définitive. C'est-à-dire que vous allez avoir un bronzage qui va être très fort autour de la cicatrice et qui va rester. Donc, le stick, il est très... Alors, si on a un cancer cutané, comme on a eu, cancer cutané au stick, ce que je conseille, par exemple, à la dame, je ne l'ai pas conseillé tout à l'heure, c'est de mettre un chapeau de très large rebord, en plus du stick, pour protéger et avoir de l'ombre de façon à ce que la personne n'ait pas de problème. Hein. Le spray, donc ça présente le spray, c'est une application donc, qui est très facile. Hein. Le spray, le fluide, ce sont des applications qui sont très, très, très faciles. Le spray, c'est vite fait, il y a une sensation de fraîcheur, donc c'est très intéressant. Mais le problème, c'est qu'on arrive moins à mettre des quantités valables que pour la crème. On pulvérise, on ne sait pas trop ce qu'on met dessus. Donc le spray a ce petit désavantage. Ça protège moins. C'est qu'on le met moins bien. Donc ça protège moins parce qu'on le met moins bien. Si maintenant on pulvérise, qu'on en met vraiment bien, ça protège autant. Hein. Protection est la même. Et les brumes, c'est des produits qui sont à la mode. Alors les brumes, ils présentent l'avantage, si vous voulez, lorsqu'on se pulvérise, d'avoir une sensation de fraîcheur, c'est agréable. Il y a même des brumes pour le visage, alors surtout, si vous mettez des brumes pour le visage, je viens de voir des marques qui sortent ça, bien sûr, se protéger les yeux, ça c'est essentiel. La brume, contre-indiquée dans 2 cas, chez les enfants de moins de 15 ans et chez les personnes asthmatiques. Ça, ne pas oublier, ne pas vous amuser, il y a quand même des produits hein, pour faire la brume, pas d'asthmatique et pas de moins de 15 ans.
Après, on a ce qu'on appelle, que je n'avais pas noté, des poudres de soleil. Alors, donc, c'est des poudres qui font un petit peu comme une espèce de phare, hein, qui protègent, qui sont à base de filtres minéraux et de mica, qui donc, si vous préférez, donnent de bonnes mines, donnent un halo, et en même temps, ils sont quand même relativement protecteurs. C'est des poudres de soleil, on trouve ça essentiellement en parfumerie. Stick, spray, brume, gel, on a fait à peu près le tour de toutes les formes galéniques, se dire que toutes les formes sont valables. À vous d'utiliser la forme en fonction de votre peau, hein, et si vous êtes inspiré par une crème, prenez une crème, hein, ce n'est pas un souci. Si vous aimez la forme brume, bon, prenez la brume, mais bon, on n'a pas fait mieux pour l'instant que la crème ou le lait. Hein. Voilà. Alors, il y avait une autre question. Oui. Quels sont les critères qui font qu'un produit est classé dispositif médical ou cosmétique si ce sont les mêmes produits? Alors, c'est une bonne question. Ce sont des gens donc, qui ont envoyé un dossier à l'Agence nationale de santé et du médicament. C'est-à-dire, ils ont fait un dossier. Essentiellement, c'est des produits qui, au départ, étaient suisses. Hein, voilà, des produits. Je ne vous donne pas les marques, mais 80% de ces produits sont suisses. Et donc, si vous voulez, ils ont des allégations en disant ça protège du cancer cutané. Donc, ça protège du cancer cutané. Ils montent des dossiers. Ils montent des dossiers où ils prouvent, ils ont des essais, ce qu'on appelle des essais thérapeutiques, qui prouvent que les gens qui ont essayé ces produits ont eu moins de cancer. Donc, c'est un dossier médical. Là, on rentre dans dispositif médical, on rentre dans le médicament, dans une AMM, une autorisation de mise sur le marché. Parce qu'il ne faut pas oublier que le produit solaire, c'est des autorisations, mais ce n'est pas un médicament. Ce n'est pas un médicament en Europe. En comparaison, c'est un médicament au Canada, c'est un médicament aux États-Unis, c'est un médicament en Nouvelle-Zélande. Donc, il faut toujours penser que nous, on n'a pas fait un statut de médicament pour qu'il soit vendu de partout, qu'il soit vendu dans les supermarchés, qu'il soit vendu… mais le dispositif médical, lui, ne sera vendu qu'en pharmacie. Voilà, donc c'est une grosse différence. Mais sinon, ça ne sera pas de meilleure qualité. Hein. Moi, je suis honnête. Hein. Alors, le choix du produit solaire. Alors, comme je vous ai dit, en premier lieu, le choix galénique, la crème, le lait, ça, c'est fonction de ce que vous aimez. Hein, de ce que vous aimez comme produit. Si vous voulez le produit, vous dites, ah ben, je l'aime bien, ce produit-là, je préfère une crème, je préfère une brume, je préfère un… Mais c'est surtout, en fonction du phototype, c'est le choix de la protection. Je vous l'ai dit, la protection, elle part de 6, protection faible, à 50 plus. Moi, ce que je conseille, c'est un conseil seulement, c'est de prendre toujours une protection, soit de 30 ou de 50. Hein? Parce que de toute façon, si on prend une protection 6, je vais vous dire, si on s'expose très longtemps, ça ne servira pas à grand-chose. Alors, je veux bien, moi j'ai des tableaux où ils conseillent l'exposition 6, parce que vous le verrez après, on ne met jamais la quantité qu'il faut dessus. Donc, pour moi, en fonction du phototype, soit on prend du 30, soit on prend du 50. Alors, l'exposition, bien sûr, l'exposition, en fonction de l'exposition, si votre exposition, il y a un indice UV, comme je vous ai dit, qui est à 4,5, un indice 30 suffira largement. Hein. Si maintenant vous êtes à la neige, où il y a la réflexion de la neige, les UV se reflètent, même le sable a une réflexion de 25% et la neige une réflexion de 50%. Alors là, sur le sable, il y a beaucoup d'UV, même sous un parasol, vous avez une réflexion. Donc, en fonction de l'exposition, ou du 30 ou du 50, mais moi, personnellement, je suis favorable au 50. Je le dis, c'est le même prix, pourquoi prendre un peu plus faible? Ça ne vous empêchera pas de bronzer parce que vous prenez du 50 par rapport au 30, ce qui passera des rayons UV, vous aurez du bronzage. Et aussi, c'est fonction des conditions météo. Alors, la condition météo, évidemment, comme je vous ai dit, s'il y a très peu
de soleil, parce que le soleil est nuageux, parce que c'est couvert, parce que, j'allais dire, on est en septembre, voilà, hein, il faut le dire, on est au mois de septembre, au mois d'octobre, ben, une protection inférieure, 30, moi je descends pas en dessous, 30 est largement suffisante. Maintenant, si c'est du 50, mais largement suffisante pour un phototype 3 ou 4, hein, c'est-à-dire pour une peau normale ou une peau mate. Si la peau est très claire, un rouquin à la peau très claire, il faudra qu'il prenne toujours un indice 50 plus. Hein, ça, c'est indéniable, hein, le 1 et le 2. Hein. Alors, j'avais une autre question. Oui. Pouvez-vous nous conseiller quelques exemples de produits avec filtre chimique non toxique? Alors, avec filtre chimique non toxique, non, je n'ai pas d'exemple. Vous avez, je vous ai dit, 28 filtres chimiques. Ils sont soupçonnés. Je ne dis pas qu'ils sont toxiques. Ils sont soupçonnés. Mais si on a vraiment peur du filtre chimique, eh bien on n'en prend pas. Par exemple, la femme enceinte, où il ne faut pas de produits chimiques qui peuvent être perturbateurs endocriniens. On prend des filtres minéraux, mais on prend des filtres minéraux non nanoparticulaires, c'est-à-dire un petit peu épais, même s'il y a des traces blanchâtres. Voilà. Donc, vous voyez que la condition météo aussi, si on est en octobre, on n'aura pas le soleil du mois de passé. Voilà. Alors surtout, maintenant, les conseils d'utilisation, le bon usage. Alors la quantité à appliquer, ça c'est très important. La quantité à appliquer, ben, on nous dit qu'il faut 2 mg par centimètre carré. Alors 2 mg par centimètre carré, pour un individu de 80 kg, ça va nous faire 6 cuillères à café. Ça va nous faire presque 30 millilitres de produits solaires. 30 millilitres de produits solaires, je ne sais pas si vous voyez, en général, les gens, ils en appliquent 4 fois moins. Alors, j'allais dire 4 fois moins, donc ça veut dire que lorsque vous mettez un indice 50, vous en mettez 4 fois moins, ben évidemment, vous n'avez pas la protection de 50. Bien se dire, comme ça s'appelle, 30 millilitres à chaque application, il faut faire une application toutes les 2 heures. Si vous suivez cette application, vous allez bouffer par personne 2 à 3 tubes par semaine. Je vous mets au défi d'une famille de 4 personnes d'utiliser entre 6 et 8 tubes par semaine. C'est impossible. Hein, c'est impossible. Donc, vous dire que 2 mg par centimètre carré, personne ne le fait. En général, c'est 4 fois moins. Donc, il faut essayer de s'approcher de cette quantité. Le moment de l'application, alors pour les filtres chimiques, c'est 20 minutes avant l'exposition. Ça, peu de personnes le savent. Alors, la chance, c'est que vous avez des produits solaires, il y a des filtres minéraux et des filtres chimiques, les deux ensemble. Comme le filtre minéral, il est là, et tout de suite, il est efficace, donc vous êtes protégé. Si vous avez un produit solaire qu'avec des filtres chimiques, il faut le mettre 20 minutes avant, parce que c'est le temps qu'il faut pour le produit pour être absorbé par la peau. Donc, le mettre 20 minutes à peu près avant l'exposition. Si c'est un minéral, le mettre. Le moment, toutes les 2 heures, le réappliquer. Maintenant, si vous allez prendre un bain, il faut en remettre. Si vous transpirez beaucoup, il faut en remettre. Si vous vous essuyez avec une serviette, il faut en remettre. Hein? Toujours penser qu'on vous dit que les produits sont waterproof, mais le produit waterproof, le produit résistant à l'eau, c'est un produit qui, après 2 bains de 20 minutes, est encore efficace à 50%. Après 2 bains de 20 minutes. Hein? Ça veut dire qu'il a perdu quand même de son efficacité. Il y avait une question. Peut-on poser une crème de jour avant ou après une crème solaire ou pas du tout? Alors, on peut se maquiller après la crème solaire. Il n'y a que le maquillage, pas une crème. Hein. Il n'y a que le maquillage. Et la brume, on parlait des formes, la brume présente l'avantage, la brume solaire, on peut l'appliquer sur le maquillage. C'est la seule forme galénique solaire qu'on peut appliquer sur le maquillage.
Et pour le reste, je vous dis, le produit solaire passe en dernier. Et bonne question aussi, si vous mettez un produit anti-moustique, le produit anti-moustique, toujours au moins 20 à 30 minutes après le produit solaire, hein, pour un produit anti-moustique. Alors, les interactions, ça, je ne vous en parlerai pas longtemps, c'est que vous avez des gens qui font au soleil des problèmes allergiques, des problèmes de ce qu'on appelle photodermatose. Alors, ben, il y a des médicaments qui interfèrent donc avec le soleil. Ben, vous savez, je vous donne deux produits essentiels. C'est le kétoprophène, qui est un anti-inflammatoire, où là, c'est une catastrophe avec les UVA. Et c'est par exemple l'amiodarone, un médicament pour le cœur, qui donne des réactions même phototoxiques. Donc, attention aux interactions, attention à éviter, j'allais dire, des parfums, parce qu'il y a énormément de réactions, si vous voulez, avec un parfum. Hein. Vous mettez un parfum d'une grande marque, ben avec le soleil et le produit solaire, on peut faire une interaction qui est importante. Donc ça aussi, dans les interactions, il y a les plantes aussi, les huiles essentielles, il faut se méfier. Hein. Et quelqu'un qui a de l'acné, ben tiens, un jeune qui a de l'acné, ben son produit pour l'acné, s'il va au soleil le lendemain, il faut qu'il le mette que le soir. Sa crème, surtout pas arriver avec une crème pour l'acné et mettre par-dessus une crème solaire. Voilà, c'est une catastrophe. Il va avoir l'acné qui va disparaître après le soleil et après il va avoir un effet rebond, il en aura 4 fois plus qu'avant. La conservation, alors la conservation du produit solaire, ben c'est très simple. Un produit solaire, vous avez une date qui est sur le tube. En général, c'est à peu près 24 mois. Des fois, il y en a qui vont jusqu'à 30 mois, non ouvert. Lorsqu'il est ouvert, vous avez aussi une date d'utilisation. Ça ne se conserve pas 20 ans. De toute façon, le tube, comme je vous ai dit, doit filer vite. Mais surtout, ce que vous ne faites pas, c'est garder un tube d'une année sur l'autre. Ça, alors là, c'est proscrit complètement. Je vous l'ai dit, vous avez énormément de filtres chimiques qui vont se transformer en perturbateurs endocriniens. Il y a eu des études là, sur l'octocrylène qui va se transformer en benzophénone, je crois, et on a vraiment des très, très, très gros problèmes. Donc, surtout, conservation, pas d'une année sur l'autre. Hein. Alors, pour l'appliquer, il y a quelque chose. Non. Pour l'appliquer, si vous voulez, on l'applique d'une certaine manière, on l'applique, le produit solaire, on va l'appliquer de ce qu'on appelle en dalmatien, 20 minutes avant. On met un petit peu de partout sur le corps, des petites quantités, et on fait rentrer, on parle ça en escargot, sans frotter, on fait juste pénétrer. Il ne faut pas mettre une grosse noix, et puis à partir de cette noix, de faire tout le corps, parce qu'alors vous allez avoir une quantité phénoménale à un endroit, et à d'autres endroits, vous n'allez pas en avoir. Aussi, donc, ce qu'on appelle en dalmatien, l'application, on fait pénétrer un escargot, et surtout aussi, il faut faire attention, bien passer son produit solaire derrière, vous savez, les oreilles, où c'est très difficile de passer ce produit, derrière les genoux, bien les passer, si on n'a pas de stick au niveau du nez, hein, attention de ne pas oublier une partie du corps, hein, parce que c'est vite fait d'oublier une partie du corps hein, pour le produit solaire. Alors, on a parlé de ça, et je vais vous parler 5 minutes, hein, ça concerne. Une dernière question. Oui. Est-ce que la conservation peut être supérieure à 1 an si on laisse la crème solaire à la maison? Non. Si elle est ouverte, non. De toute façon, un produit solaire, c'est une bonne question quand même. C'est un produit solaire, il faut le mettre à l'ombre, pas laisser son produit dans le tube plein soleil hein, sur la plage. Il faut mettre ce produit solaire à l'ombre, à l'abri de l'humidité, s'il y en a, chez soi, hein, et bien le protéger. Parce que je vous dis, ce sont des produits qui se dégradent sous l'effet du soleil. Hein. C'est vrai que souvent, on prend le tube avec nous à la plage et il reste au soleil. Et on le laisse au soleil, et c'est une erreur. Alors, je vous parle juste en 3 minutes, pourquoi se protéger du soleil? Parce que vous allez me dire, le soleil a des bienfaits. Hein. Il a des bienfaits, vous le savez, il est anti-rachitisme, anti-ostéoporose.
si vous préférez, on a aussi l'horloge biologique qui marche bien, on a la lumière blanche pour traiter, par exemple, les dépressions, hein, c'était Norman Rosenthal qui faisait ça, on a les facultés cognitives qui sont augmentées, on a même des traitements par rayons solaires pour l'eczéma, pour le psoriasis, hein. Donc ça prouve que ce sont des produits, mais à dose, un quart d'heure suffit par jour. Et si on abuse du soleil, ben, qu'est-ce qui nous arrive alors? Il y a les cas qui ne sont pas graves. On a l'allergie solaire, hein, ce qu'on appelle la lucite estivale, qui touche 15% des personnes. Ça, ce n'est pas grave. On a des boutons de partout, on dirait un eczéma, on se met à l'abri, ça disparaît, ce n'est pas grave. On peut avoir des réactions photoallergiques. Alors, comme je vous ai dit, avec des médicaments, hein, on peut avoir une réaction même phototoxique, ça fait comme un coup de soleil. Hein. On peut avoir des réactions, j'allais dire, même plus simples, le coup de soleil, l'érythème. Le plus, ça va être, ça va être les cicatrices, le vieillissement, les rides que ça va intervenir. Mais après, on passe dans des choses qui sont beaucoup plus embêtantes. Il faut se dire qu'un coup de soleil avant 15 ans, mettez-vous ça dans la tête, un coup de soleil avant 15 ans, il augmente les risques de cancer cutané de je ne sais plus combien, si c'est 40 ou 50%. Simplement un coup de soleil. Donc, c'est pour ça que les enfants, ils sont à protéger avec les 50 plus, ça c'est sûr, et moins de 24 mois, il ne faut pas les mettre sur la plage, hein, ou à l'ombre complètement. Ça, pas tout le monde le fait. Alors, les problèmes, c'est la kératose actinique. La kératose actinique, ça arrive à 50 ans, et c'est quoi? C'est un pré-cancer. Ce n'est pas dangereux, mais c'est un pré-cancer, et ça nous dit, j'ai plus de capital soleil. J'ai plus de capital soleil, et tout apparaît, tout est là, ça fait des croûtes, ça fait, bon, vous voyez, hein, il y a la photo, et ça veut dire que ça se met sur une peau qui est déjà ridée, qui est déjà abîmée, où il y a des taches de vieillesse autour, et ça, donc, c'est un précancer, c'est une maladie qu'on appelle des kératinocytes, et qui peut, dans 10 à 15% des cas, se transformer en cancer, en carcinome épidermoïde. Donc ça, la kératose actinique, c'est un précancer. Quand on a ça, normalement, il ne faudrait plus aller au soleil. Hein. Après, on rentre dans les carcinomes, donc dans les cancers cutanés. Alors, dans le premier, qui est le carcinome basocellulaire, qui est un carcinome donc, des mélanocytes. Alors, il présente l'intérêt, excusez-moi, qu'il ne se métastase pas, ce qui est déjà pas mal. Donc, vous voyez la forme qu'il a, et ça fait une couleur de peau rouge. C'est un carcinome, il y a à peu près 70 000 carcinomes basocellulaires par année. Donc, on peut avoir un problème d'esthétisme avec ça, c'est-à-dire qu'on peut en avoir tout plein au niveau de la figure et qu'on ne peut plus traiter, parce qu'on traite ça soit par exérèse chirurgicale, soit par photothérapie, enfin, c'est très compliqué quand même à enlever, mais ce n'est pas dangereux, essentiellement pas dangereux. Certains ont une toxicité pour les muscles, mais enfin, dans l'ensemble, ce n'est pas dangereux. Alors après, on a un carcinome qui est plus embêtant, le carcinome épidermoïde. Alors ce carcinome épidermoïde, ça c'est des gens qui ont 60 ans, qui ont 30 ans de soleil derrière eux. Hein. On le sait, hein, 95% de ces carcinomes, ben, c'est des gens qui sont allés au soleil. Alors là, vous le voyez, ben, c'est pas beau. Et en plus, 3-5% de ces cancers peuvent se métastaser. Alors là, c'est un problème parce qu'on peut avoir une maladie générale, un cancer général, et ça peut être très dangereux. Alors on peut l'avoir, ce carcinome épidermoïde, on peut l'avoir au lobe de l'oreille, on peut l'avoir dans la bouche, on peut l'avoir sur la lèvre. Donc à traiter, bien évidemment, ça c'est un stade, et c'est un cancer des kératinocytes. Et pour le dernier, qui est le plus dangereux, c'est le mélanome, hein, le mélanome qui est vraiment, j'allais dire, le stade ultime du cancer le plus dangereux pour une peau qui n'a pas été protégée. Donc ce mélanome, ben, je vais vous dire, pensez toujours A, B, C, D, E. A,
asymétrique, hein, vous le voyez. B, bord irrégulier, ça fait comme une carte de géographie. C, couleur non uniforme. D, diamètre supérieur à 6 mm. Et E, évolution, voire évolution rapide. Donc ça, c'est le cancer le plus dangereux. C'est un cancer qui se métastase énormément. Et pour sortir les personnes de là, ben, c'est très compliqué. Par chance, on a des nouveaux traitements, l'immunothérapie qui fonctionne pour ce genre de maladie. Et on arrive quand même maintenant à avoir, pour quelqu'un qui a un mélanome métastasé, même stade 4, on arrive à avoir jusqu'à 40% à peu près de réponse à cette immunothérapie. C'est un gros progrès. Mais ça, donc, c'est carcinome, c'est mélanome, c'est les stades ultimes du capital soleil épuisé. Pensez-y toujours. Et ce que je voulais vous dire aussi, avant de finir, puisque là j'ai fini, c'est pensez que ça va être supprimé, je pense, ça n'est pas loin, les cabines de bronzage à UVA. On a un bronzage, il ne protège pas du soleil. En aucun cas. Et les cabines de bronzage avant 30 ans, c'est presque un carcinome assuré à 60 ans. Hein. Ça multiplie les chances par 10 ou par 20. Donc pensez que UVA, UVB, et même maintenant le visible, hein, je vous l'ai dit, il y a des marques, le visible, c'est très dangereux pour la peau. Merci Bernard. Et merci à tous pour votre participation.